Salut à tous et bienvenue sur ce 25e épisode du Récap Crypto où je vous condense l'actualité de la semaine de l'univers crypto et blockchain. Et cette semaine a encore été très chargée avec entre autres l'Inde qui l'a fait à l'envers à Coinbase, le Nasdaq qui démontre que les institutionnels attendent la régulation pour investir, la Bretagne qui a soif de Bitcoin, Celsius qui a mis fin au rendement aux USA, Polygon qui se met au vert, Elon Musk qui veut carrément racheter Twitter, Elrond qui a fait une grosse levée de fonds, ou encore la Corée du Nord qui serait à l'origine de l'attaque du réseau Ronin. Bref, je vais vous résumer tout ça et le restant des actualités de la semaine, et comme d'habitude, pensez à défoncer le pouce bleu si vous appréciez ce récap que je vous publie chaque dimanche. A savoir que ces 3 dernières semaines, je n'ai pas eu le temps de faire ces récaps, mais à partir de cette semaine, ce format est de retour, et j'en profite pour vous inviter à venir me suivre sur mon Twitter que vous trouverez en description, au cas où un jour YouTube venait à supprimer ma chaîne. Et passons sans plus attendre au récap des actualités de la semaine. On débute les actualités du lundi avec l'Inde où les autorités ont fait un retournement de veste à une rapidité rarement observée. En effet, je vous rappelle qu'il y a quelques jours, Coinbase avait annoncé le lancement de ses services sur le sol indien et qu'ils allaient travailler en collaboration avec les autorités du pays pour que le développement se passe dans le respect de la réglementation balbutiante du pays. Et bien seulement quelques jours après ce lancement, on a eu la NPCI, un fournisseur de paiement digital contrôlé par la Banque centrale, qui a déclaré qu'il n'était pas du tout au courant que Coinbase allait utiliser l'UPI, qui est un service proposé par l'institution pour le transfert de fonds numériques. Et par conséquent, ils ont tout simplement suspendu les services de paiement de la branche indienne de Coinbase. A savoir que la NPCI semble avoir été mise sous pression par un acteur interne ou externe, car Coinbase avait clairement publié la manière dont ils allaient mettre en place leur service en Inde, et il est très peu probable que la NPCI n'en ait pas entendu parler comme ils le prétendent. Mais Coinbase continue de vouloir travailler main dans la main avec les régulateurs, et les discussions se poursuivent, donc affaire à suivre dans le Daily Crypto. Et en parlant de gros exchanges, on a aujourd'hui Binance qui est lui dans une meilleure posture, car ils viennent d'avoir un accord de principe avec Abu Dhabi pour y proposer leurs services. Et je vous rappelle que Binance a récemment obtenu des licences pour offrir ses services à Dubaï et à Bahreïn, et avec ce potentiel développement à Abu Dhabi, on voit très clairement que l'exchange a pour ambition de se positionner comme un leader des services crypto dans la région du Moyen-Orient. Mais ils sont loin d'être les seuls à se positionner sur ce marché, car on a déjà FTX qui a reçu une licence à Dubaï et Bybit qui a reçu un accord de principe par Dubaï également. Bref, vous l'avez compris, les pays du Moyen-Orient comme les Émirats Arabes Unis par exemple, ont bien compris l'intérêt économique d'attirer ces entreprises sur leur sol. On a le Nasdaq qui a publié une enquête qui démontre que 72% des conseillers de fonds d'investissement seraient prêts à investir l'argent de leurs clients dans les cryptos s'ils avaient accès à un ETF spot, c'est-à-dire un produit financier qui reproduit le cours de l'actif de base. Et toujours d'après leur étude, il y aurait seulement 38% de ces conseillers qui pensent qu'un ETF spot aurait des chances d'être approuvé par la SEC cette année. Donc cette enquête démontre que la fameuse approbation d'un ETF Bitcoin spot pourrait bien être le point de départ d'une vague massive venant des gros fonds d'investissement, et cela rejoint les propos de Kevin O'Leary qui déclarait durant la Bitcoin 2022 qu'il y avait des trillions de dollars qui attendent simplement que la régulation se mette en place pour venir sur le marché crypto. Mais parlons un peu de Metaverse avec Lego et Epic Games qui ont annoncé un partenariat pour le développement d'un Metaverse. A savoir que, lors de l'annonce du partenariat, ils ont annoncé que leur but était de développer un Metaverse qui sera à destination des enfants pour délivrer, je cite, un jeu sûr et amusant pour les enfants, tout en offrant un environnement numérique immersif dans lequel les enfants pourront jouer. Et ils semblent se préparer à une vague de critiques massive, car ils ont beaucoup communiqué sur l'aspect sécuritaire, sain et family-friendly. Et pour le moment, on n'a aucune information complémentaire sur le projet, mais bien sûr, comptez sur moi pour vous tenir au courant quand on aura plus d'informations. Et pendant ce temps en Bretagne, on a le collectif Brest Bitcoin qui travaille au développement et à la démocratisation des cryptos auprès des particuliers et des commerçants. A savoir qu'il s'agit d'un collectif constitué d'une dizaine de personnes et dont les cofondateurs travaillent déjà dans le secteur crypto. Et le but de leur initiative est de présenter les cryptos et la technologie blockchain aux particuliers, mais également aux commerçants pour leur permettre d'éventuellement commencer à adopter ce nouveau moyen de paiement. Et d'ailleurs, tous les premiers mardis du mois, ils organisent des rencontres au hangar à Rennes, qui est le premier bar à accepter les paiements en Bitcoin sur le sol breton. Et ces rencontres sont l'occasion pour toutes les personnes qui ont un intérêt pour le secteur des cryptos de venir échanger et discuter sur cet écosystème qui est en pleine croissance. Et pour ceux qui se posent la question, oui, je suis breton, et je soutiens à fond cette initiative, et si je peux à ma petite échelle leur faire un petit peu de pub, eh bien c'est avec plaisir. Et s'il y a parmi vous des personnes qui comptent aller à leur soirée cet été, eh bien on va très certainement s'y croiser car je compte bien rentrer en Bretagne cet été. Et pour ceux qui sont intéressés, je vous mets leur Twitter en description. Et finalement, on a le premier tweet de Jack Dorsey qui a été remis en vente pour 50 millions de dollars, et je vous rappelle qu'à la base il avait été acheté pour 2,9 millions de dollars,
Et le vendeur précise que 50% de la somme ira à des associations caritatives. On débute les actualités du mardi avec cette news qui explique la raison de la forte prise de valeur du Shiba Inu. Aujourd'hui, on a eu Robinhood qui a annoncé le listing de plusieurs cryptos qui sont Solana, Polygon, Compound et bien sûr, vous l'aurez compris, Shiba Inu. Et cette annonce a visiblement eu un effet positif car les deux cryptos qui ont majoritairement surperformé le marché aujourd'hui sont le Shiba et le Compound. A savoir qu'avec l'ajout de ces 4 projets, cela porte au nombre de 11 le nombre de cryptos que propose Robinhood. Et pourquoi est-ce le Shiba Inu qui a le mieux réagi à ces annonces? Eh bien, comme je vous le disais dans le Daily Crypto du samedi, le projet est en train de faire grandir son écosystème et les baleines d'ETH en ont fait le premier token qu'ils possèdent devant FTX. Et ce listing confirme encore une fois l'intérêt actuel des investisseurs et des traders pour ce token. Et pendant ce temps, on a Meta qui continue de construire son économie. En effet, il y a quelques jours, on apprenait qu'il travaillait sur des jetons qui serviront de paiement, mais également de récompense pour les créateurs, mais qui ne seront a priori pas basés sur une blockchain. Et aujourd'hui, la société annonce qu'elle va mettre à l'essai une option qui permettra à une poignée d'utilisateurs de vendre des items de leur création sur la place de marché de leur métaverse Horizon World. Et pour le moment, seules des personnes majeures aux USA et au Canada pourront acheter ces items, et donc le but annoncé est ici de permettre aux utilisateurs de tirer des revenus du jeu avec des biens virtuels. A savoir que lors de la vente, la place de marché prendra une commission de 30% et Meta prendra également sa commission de 25% sur la somme restante, ce qui, au final, laissera le vendeur avec un peu plus de la moitié du montant de la vente. Et la société a qualifié ce tarif de, je cite, assez compétitif sur le marché. On continue de parler de grosses sociétés américaines avec Circle qui annonce une levée de fonds de 400 millions de dollars et un partenariat avec BlackRock qui souhaite explorer les possibilités d'application de leur stablecoin. Pour rappel, Circle est la société émettrice du stablecoin USDC et aujourd'hui ils ont levé 400 millions de dollars auprès de différents acteurs tels que Fidelity, Marshall ou encore BlackRock. Et le PDG de Circle, Jeremy Allaire, a annoncé sur Twitter qu'il avait rencontré les dirigeants de BlackRock qui se sont montrés très intéressés par la facilité d'échange de valeurs que permettent les stablecoins et ils souhaitent donc tester les différents domaines d'application des stablecoins. A savoir que BlackRock possède une partie des dollars qui soutiennent le stablecoin USDC et la banque BNY Mellon aux USA est le principal dépositaire de leurs réserves. Bref, vous l'avez compris, la société Circle est très clairement dans une stratégie d'association avec les géants du secteur bancaire pour légitimer et développer leur stablecoin, et pour le moment la stratégie semble plutôt bien fonctionner. Et en parlant de services financiers, on a la plateforme Celsius, connue pour ses rendements très attractifs sur les cryptos, qui annonce qu'elle va arrêter de fournir ses services sur le sol américain aux nouveaux entrants qui ne sont pas des investisseurs accrédités. Concrètement, ça veut dire que les investisseurs américains ne pourront plus profiter des rendements de la plateforme Celsius s'ils n'ont pas un revenu annuel de minimum 200 000 $ ou s'ils ne sont pas au moins millionnaires. Mais l'entreprise précise qu'il sera toujours possible d'utiliser la plateforme pour swapper des tokens et les personnes qui ont déjà des tokens bloqués continueront de percevoir des récompenses même s'ils ne sont pas accrédités. Et d'après leur déclaration, la société a pris cette décision suite à des discussions avec les régulateurs américains qui semblent les avoir forcés à opérer ce changement drastique. Et sans transition, on a Mark Karpelès qui annonce le lancement de son agence de notation qui se nommera Ungox et qui aura pour but d'informer les investisseurs sur la fiabilité des différents protocoles DeFi et exchange centralisés. Et pour ceux qui ne connaisseraient pas le personnage, il s'agit d'un Français qui avait dirigé Mt. le premier exchange de Bitcoin, qui a été victime d'un hack qui avait vu la perte d'environ 850 000 BTC. A savoir que pour prouver sa légitimité, il explique qu'il a connu quasiment toutes les galères que peut connaître une plateforme et que grâce à son expérience, il est très bien placé pour déterminer si un projet est fiable ou s'il s'agit d'une arnaque. Et lors de l'annonce, Mark Karpelès a précisé qu'il y aura une version gratuite accompagnée d'une version premium qui donnera accès à des informations plus complètes. Bref, la reconversion est plutôt osée et pourrait bien être un succès s'il parvient à convaincre du sérieux de son propre projet. Bon, on débute les actualités du mercredi avec Polygon qui va se mettre au vert. En effet, aujourd'hui, la solution de deuxième couche pour Ethereum vient de publier son manifeste vert où elle présente un plan pour que leur blockchain atteigne la neutralité carbone d'ici la fin de l'année. Et pour y parvenir, le projet va débloquer 20 millions de dollars qui seront investis dans des projets de son écosystème qui utilisent des technologies afin de lutter contre le changement climatique. Et parmi ces 20 millions de dollars, il y aura 400 000 $ en crédit carbone qui permettront de compenser chaque transaction émise sur leur réseau. Mais ils ne s'arrêtent pas là car ils annoncent que lorsqu'Ethereum passera en Proof of Stake, le projet deviendra de facto négatif en émissions de carbone, étant donné que 99% de ces émissions proviennent directement des interactions avec la blockchain Ethereum.
Et pour vous donner une idée, Polygon a annoncé avoir émis plus de 90 000 tonnes de CO2 entre février 2021 et février 2022, ce qui représente 60 400 vols Londres-New York. Et en termes d'émissions de CO2, ces chiffres les placent loin derrière des acteurs comme Microsoft, mais ils les placent devant PayPal. Donc en gros, la blockchain Polygon consomme une quantité non négligeable d'énergie, et ils vont désormais chercher à compenser cette consommation en investissant dans des projets qui luttent contre le réchauffement climatique. Et en parlant de projets qui évoluent, on a eu Charles Hoskinson, le fondateur de Cardano, qui a annoncé que le hard fork nommé Vasil, et qui est prévu pour juin, devrait améliorer massivement les performances de la blockchain Cardano. A savoir que dans l'écosystème Cardano, de nombreux projets DeFi attendent impatiemment cette mise à jour qui devrait améliorer les performances de la blockchain et ainsi augmenter la TVL, c'est-à-dire la valeur bloquée sur les différents protocoles DeFi. Et les développeurs ne sont pas les seuls à être enthousiasmés par cette mise à jour, car les baleines de ADA reviennent au plus grand pourcentage de tokens détenus en 2 ans. Et en parlant de mise à jour, on a aujourd'hui la fondation Ethereum qui a finalement décidé de repousser The Merge. Donc cette mise à jour qui était censée enclencher le début du passage au Proof of Stake de la blockchain d'Ethereum est décalée de plusieurs mois d'après les annonces des développeurs. Et donc on devrait, en théorie, voir l'Ethereum 2.0 vers le 3e ou 4e trimestre de cette année. A savoir que ce report se fait alors que le Shadow Fork se serait visiblement bien passé, et donc tous les signaux étaient au vert pour un lancement en juin, mais visiblement les développeurs préfèrent jouer la sécurité et souhaitent continuer à tester la mise à jour. Et quand on voit l'énorme quantité de projets qui sont en place sur Ethereum, s'il devait y avoir un bug au moment de la sortie, ce serait un vrai cataclysme pour le secteur crypto, donc il faut mieux qu'ils prennent leur temps. Mais je vous rappelle que The Merge sera loin d'être la solution unique pour résoudre tous les problèmes de scalabilité de la blockchain. En effet, comme le précise cet article de Coindesk, la résolution de la rapidité et des frais de transaction élevés se fera d'une part par le passage au Proof of Stake, mais surtout par l'innovation apportée par son écosystème, comme les solutions de deuxième couche par exemple, qui permettent de désengorger la chaîne principale. Et pendant ce temps en France, on a CZ, le PDG de Binance, qui a fait pas mal d'annonces lors de la Paris Blockchain Week Summit. Bon, tout d'abord, CZ a déclaré que selon lui, la France avait un positionnement positif sur le secteur crypto et qu'elle pourrait devenir le leader européen du secteur crypto et blockchain. Et il joint les actes à la parole en annonçant l'investissement de 100 millions de dollars qui serviront à la mise en place d'un incubateur de start-up crypto à la station F, qui est, je vous le rappelle, le plus vaste campus de start-up au monde situé à Paris. Et d'après les annonces de Changpeng Zhao, cet incubateur servira de rampe de lancement pour l'Europe dans le secteur crypto, blockchain et métaverse, en permettant aux jeunes entreprises prometteuses sur le sol français de se développer dans un cadre qui leur donnera tous les outils pour s'épanouir grâce à l'accompagnement des différentes entreprises du plus gros exchange du monde. A savoir que Binance convoite toujours la certification PSAN délivrée par les autorités françaises pour pouvoir délivrer des produits sur des actifs numériques, et dans cet objectif on apprend qu'ils viennent d'embaucher une ancienne cadre de l'AMF qui les aidera dans cette tâche. Bref, vous l'avez compris, Changpeng Zhao et Binance voient un énorme potentiel pour le secteur crypto et blockchain en France, et ils souhaitent prendre part au développement de l'écosystème français dans le but de faire de la France le leader européen du secteur crypto. On débute les actualités du jeudi avec une petite mise à jour sur l'histoire d'Elon Musk avec Twitter. Bon, vous savez déjà qu'Elon Musk est devenu le principal actionnaire de la société en achetant pour 2,89 milliards de dollars d'actions et qu'il ne joindra pas le conseil d'administration. Et aujourd'hui, on apprend que le Dogefather a fait une offre de 41,3 milliards de dollars pour acheter intégralement la société afin de la faire rentrer en bourse et de, je cite, faire passer les changements qui doivent être apportés, car il estime que Twitter a le potentiel de devenir la plateforme de la liberté d'expression dans le monde entier. Et suite à cette offre, on a Justin Sun, le fondateur de la blockchain Tron, qui a fait une offre d'environ 45 milliards de dollars et dont l'ambition est d'intégrer les cryptos et le Web 3.0 à Twitter. Bref, c'est la bataille des milliardaires qui veulent se payer l'un des plus gros réseaux sociaux au monde, et donc Twitter pourrait bien voir d'énormes changements dans les années à venir. Et en parlant de plateforme numérique, on a le CEO de Amazon qui a clarifié la position actuelle de la société au sujet des crypto-monnaies. Il a en effet déclaré que la société n'était pas prête d'accepter les cryptos comme moyen de paiement, mais le CEO a précisé qu'il pensait qu'avec le temps, le secteur des cryptos allait devenir de plus en plus gros. Et il a également laissé la porte ouverte à l'idée que, à l'avenir, Amazon pourrait se mettre à vendre des NFT. A savoir que l'été dernier, la société avait annoncé qu'ils se sentaient inspirés par les innovations qui avaient lieu dans les cryptos et qu'ils étaient en train d'explorer ce secteur.
Donc au final, alors que la société déclare publiquement qu'ils ne sont pas prêts de se lancer dans les cryptos, il est désormais certain que l'entreprise est en train de travailler en interne pour savoir de quelle manière ils pourraient utiliser cet outil, et ce n'est plus qu'une question de temps avant qu'il débarque dans le secteur crypto, NFT et métaverse. Partons maintenant en Inde où la vie est loin d'être simple pour les fournisseurs de services crypto. Tout d'abord, je vous rappelle que Coinbase vient de subir un revers de la banque centrale qui leur avait coupé l'accès à un réseau de transfert numérique malgré des accords qui avaient été signés. Et aujourd'hui, on a des fournisseurs de paiement indiens qui ont coupé l'accès à des exchanges locaux, et donc depuis mardi soir, il n'est plus possible de venir déposer des roupies sur plusieurs exchanges du pays, dont CoinSwitch Cuber, qui est la plus grande place de marché crypto du pays. A savoir que cette coupure fait suite à la mise en place depuis le 1er avril d'une nouvelle taxe qui est très stricte sur le secteur des crypto-monnaies. Donc en gros, en Inde, le gouvernement ne prend toujours pas de position claire et précise sur l'économie crypto, ce qui laisse le champ libre à certaines institutions du pays qui sont anti-crypto et qui font tout leur possible pour empêcher l'économie crypto de se développer en Inde. Et en parlant d'institutions, on a aujourd'hui la toute première banque française qui va intégrer les cryptos au service qu'elle va proposer à ses clients. En effet, aujourd'hui, on apprend que la banque de Lubac NC vient d'obtenir l'Opsan, qui va leur permettre d'offrir de façon réglementée des services crypto à leurs clients. A savoir que cette banque a été créée en 1924 et elle va désormais proposer ces nouveaux services à ses clients institutionnels, mais également particuliers, et ils annoncent qu'ils vont proposer des services de garde, de trading, mais également de staking sur 3 cryptos qui sont pour le moment Bitcoin, Ethereum et Tezos. Et donc maintenant la seule question c'est qui sera le suivant à votre avis? Parlons maintenant un peu de NFT. Bon, tout d'abord, vous vous rappelez que le NFT du premier tweet de Jack Dorsey avait été mis en vente et que le prix d'achat initial était de 2,9 millions de dollars. Eh bien aujourd'hui, les enchères se sont terminées et l'offre la plus généreuse a été de tout juste 280 dollars, alors que le prix qui était souhaité à la base était de 48 millions de dollars. Bref, il semblerait que le propriétaire va avoir du mal à vendre ce NFT. Ensuite, on a le projet Steppen qu'on ne présente désormais plus, qui a annoncé un partenariat avec la marque ASICS. Et ce partenariat verra naître une collection de NFT qui représenteront bien sûr des baskets. Et il est possible d'investir sur le projet via le Launchpad de Binance qui permet l'achat de tickets pour ensuite avoir accès à l'achat des NFT. Et le début des inscriptions débutera le 16 avril et suite à une phase de tirage au sort, la distribution s'effectuera le 19 avril. Et sans transition, on a Elrond qui va profiter d'une levée de fonds de 40 millions de dollars qui arrive pour développer son écosystème. A savoir que cette levée de fonds a été réalisée par Skynet EGLD Capital, qui est une initiative de Skynet Trading, qui est elle-même une société qui produit des solutions de trading pour les institutionnels sous forme de logiciels. Et les dirigeants de Skynet ont annoncé qu'ils sont de fervents partisans de l'équipe de Elrond et de la technologie qu'ils développent depuis le tout début du projet. De plus, ils précisent qu'actuellement le réseau est en pleine maturation avec une nouvelle vague de développeurs qui sont en train d'arriver pour construire sur la blockchain Elrond, et donc ils estiment que c'est le bon moment pour supporter financièrement ce développement. Et ce support financier se fera grâce à ces 40 millions de dollars qui ont été levés et qui serviront au soutien financier des projets développés sur Elrond, ce qui permettra au final de faire grandir leur écosystème qui n'en est qu'à ses débuts. Partons maintenant en Corée du Nord. Bon déjà je vous rappelle qu'il y a 3 semaines, le réseau Ronin de Axie Infinity sur la blockchain d'Ethereum avait été hacké et avait vu la perte de 622 millions de dollars. Et aujourd'hui l'affaire semble s'éclaircir car le Trésor américain a mené sa petite enquête et il semblerait que le groupe de hackers nommé Lazarus serait à l'origine de cette attaque. Et pour rappel, le groupe Lazarus travaille pour le gouvernement nord-coréen et leur mission est de tout simplement pirater et ramasser de l'argent ou des cryptos pour financer le parti de Kim Jong-un. A savoir que les fonds volés en crypto par la Corée du Nord en 2020 sont estimés à peu près 1,5 milliard de dollars. Et donc aujourd'hui, d'après le Trésor américain, la Corée du Nord intensifierait ses attaques avec le hack du réseau Ronin, et ces accusations font suite à l'identification d'une adresse ETH qui a reçu 173 000 ETH et 25,5 millions d'USDC au cours de l'attaque du réseau. Et en parlant de Corée du Nord, on a Virgil Griffith, un ancien développeur d'Ethereum, qui a été condamné à 5 ans de prison et 100 000 euros d'amende pour avoir soutenu le régime nord-coréen. C'est-à-dire que le développeur aurait aidé la Corée du Nord dans l'utilisation de la technologie blockchain en intervenant dans une conférence où il a présenté les différents outils qui permettent de blanchir de l'argent et donc de contourner les sanctions économiques. A savoir que l'accusé a plaidé coupable dans cette affaire et ses avocats tentent de justifier ses agissements par le fait qu'il aurait des troubles mentaux. Partons maintenant aux USA avec Biden qui a choisi le professeur de droit Michael Barr pour devenir le prochain vice-président chargé de la supervision de la Réserve fédérale.
Et si je vous parle de cette nomination, c'est parce que Michael Barr est un ancien conseiller de Ripple, mais attention, cette nomination doit tout d'abord être confirmée par le Sénat américain. Et donc si cela devait arriver, on aurait un responsable qui a des liens avec le monde crypto et surtout avec Ripple, qui serait désormais chargé d'élaborer des recommandations politiques concernant la supervision et la réglementation des banques pour le conseil d'administration de la Fed. Bref, vous l'avez compris, cette nomination mettrait en poste une personnalité pro-crypto à un poste clé des décisions de la Fed. Et suite à cette annonce, le cours du XRP a très bien réagi, car comme je vous le disais en intro, le token a surperformé le marché avec un plus 8%. Et pendant ce temps en Russie, on a le gouvernement qui aurait finalisé un projet de loi qui encadrerait le secteur crypto. A savoir que la législation se concentrerait principalement sur la régularisation du secteur du minage, car le gouvernement estime que le pays a un gros potentiel dans ce secteur et il pourrait apporter des avantages au pays. De plus, le projet de loi pourrait autoriser les paiements et investissements en crypto-monnaie, mais pour cela, il y aurait bien sûr un large éventail d'exigences pour les politiques d'identification, de comptabilité et de certification qui doivent être remplies par les investisseurs en crypto. Et finalement, les sociétés étrangères qui voudront proposer des services crypto en Russie devront tout d'abord obtenir une licence auprès des autorités financières du pays. Bref, pour le moment, il n'y a rien d'acté et comme d'habitude, comptez sur moi pour vous en reparler quand on aura plus d'informations. Partons maintenant au Brésil avec le Sénat qui est en train de préparer une loi qui se nomme Loi Bitcoin. A savoir que d'après Chainalysis, le pays est en 14e position en termes d'adoption des cryptos et le pays a déjà validé 5 ETF en lien avec les cryptos. Donc le Brésil est déjà très avancé dans son utilisation des cryptos et c'est pour cela que le Sénat estime qu'il est désormais temps que le cadre législatif se mette à jour. Concrètement, cette loi Bitcoin va permettre au président d'identifier ou de créer une agence de réglementation qui aura pour mission de superviser le marché. Bref, entre les USA, la Russie et le Brésil, ce vendredi est riche en réglementation et on voit très clairement que l'année 2022 sera l'année de la mise en place du cadre législatif des cryptos. Et en parlant d'adoption, on a le PDG de Robinhood qui explique que le Dogecoin pourrait devenir la monnaie d'Internet, mais qu'il y a des conditions pour que cela arrive. Bon, tout d'abord, il souligne que la dernière mise à jour du réseau Dogecoin a permis de diminuer drastiquement les frais de transaction, ce qui en a fait une meilleure solution en termes de frais que par exemple les acteurs tels que Visa et Mastercard qui prennent des frais de en moyenne 3%. Mais il précise que pour que Dogecoin devienne un vrai concurrent au réseau classique, il faudrait que le temps de création d'un bloc soit réduit, ce qui permettrait une accélération des transactions. Mais cette augmentation du nombre de transactions gérées entraînerait une plus grande centralisation et donc une utilisation de matériel plus coûteux pour faire fonctionner un nœud complet. Donc il y a ici un défi technique et je précise qu'Elon Musk et Bill Marcus, un cofondateur de Dogecoin, ont répondu favorablement aux propositions du PDG de Robinhood. Et d'ailleurs on a aussi Sam Bankman-Fried, le CEO de FTX, qui a parlé de Dogecoin en réagissant à l'annonce de Elon Musk qui veut racheter Twitter pour 43 milliards de dollars. En effet, il a annoncé que si Twitter devait être déplacé sur une blockchain, les NFT et les paiements en crypto-monnaie seraient plus faciles à ajouter à la plateforme, et il a ajouté, je cite, « Pourquoi pas Dogecoin ?» Et il a également déclaré que le passage de Twitter sur une blockchain publique permettrait aux communautés de reprendre le contrôle de leur contenu, ce qui permettrait aux utilisateurs de choisir comment sera gérée leur communauté, et donc cela allégerait la pression sur l'entreprise au niveau des décisions de quel type de contenu pourrait être interdit. Bref, il y a actuellement beaucoup de personnes qui réfléchissent à un futur modèle décentralisé de Twitter qui pourrait à l'avenir se tourner vers le Web3 en intégrant les cryptos et la blockchain, et tout cela pourrait donner, au moins en partie, le pouvoir de gestion de la plateforme aux utilisateurs. Et parlons maintenant du Monero et de sa communauté qui s'apprêterait à faire une dinguerie. En effet, il y a une partie de la communauté Monero qui planifie un retrait massif des jetons XMR des exchanges la semaine prochaine dans le but de tester les réserves des plateformes d'échange centralisées. Et cet événement surnommé le Money Run a été initié car, étant donné la nature anonyme de la crypto, il est très difficile de savoir si les exchanges possèdent effectivement les Monero qu'ils déclarent posséder. Et donc le seul moyen pour en avoir le cœur net est de déclencher une crise de liquidité en retirant massivement les Monero des plateformes. Et là, on revient aux basiques de l'économie, l'offre et la demande. Si l'offre de jetons XMR disponibles sur les exchanges diminue, eh bien son prix devrait augmenter. Mais pour le moment, il est impossible de savoir si un nombre suffisant de personnes participeront à ce Money Run, et s'il y a suffisamment de personnes, il est possible que l'augmentation du prix entraînera un afflux de tokens de personnes qui voudront revendre à un bon prix, et donc cela pourrait annuler l'initiative de base. Et bien sûr, affaire à suivre dans le Daily Crypto. Mais revenons au secteur crypto avec Charles Hoskinson, le fondateur de Cardano, qui a proposé son aide à Elon Musk pour construire un Twitter décentralisé.
Bon, tout d'abord, je vous rappelle qu'Elon Musk a fait une offre de 43 milliards de dollars pour acheter intégralement la société et en faire un étendard de la liberté d'expression. Et alors que de nombreuses personnalités du secteur crypto spéculent sur un futur décentralisé et blockchainisé de Twitter, c'est aujourd'hui au tour de Charles Hoskinson de proposer son aide et il a émis l'idée qu'un Twitter décentralisé devrait être interchain et les blockchains intégrés pourraient être le Bitcoin, le Dogecoin et Cardano. A savoir que, pour le moment, Elon Musk n'a pas encore répondu à son offre, et de toute façon, le rachat de Twitter est très loin d'être acté, étant donné que des membres du conseil d'administration sont visiblement pas très chauds pour que Elon Musk prenne le contrôle du réseau social. Et on finit ce récap avec un récap du marché de cette semaine. Tout d'abord, au niveau de la map crypto, on voit très clairement que cette semaine n'a pas été très bonne pour le marché crypto, car on a entre autres un BTC qui est à moins 5,6% et un ETH qui est à moins 6%. Et du côté du crypto bubble, on peut voir qu'on a quand même quelques projets qui ont quand même plutôt bien performé, avec par exemple Apecoin, EOS, Compound qui nous ont fait un plus 8%, et GMT qui nous a fait un plus 12%. Et du côté du Google Trend du terme crypto, on peut voir clairement qu'il y a un désintérêt des particuliers avec des taux de recherche pour le terme crypto qui reviennent à des niveaux qu'on n'avait pas vus depuis septembre-octobre 2021. Et ainsi se termine le 25e épisode du Récap Crypto. Je vous rappelle que je publie ce Récap Crypto tous les dimanches et que je publie également le Daily Crypto du lundi au samedi. Et comme d'habitude, pensez à défoncer le pouce bleu si vous appréciez ce format, et pensez également à vous abonner pour voir toutes mes vidéos dès leur sortie pour être à jour sur l'information crypto et blockchain. Et je vous invite à venir me suivre sur Twitter au cas où un jour YouTube venait à supprimer ma chaîne à cause des rediffusions des pros des cryptos. Et je vous souhaite à tous de passer une excellente semaine, et je vous dis à dimanche prochain pour un nouveau récap crypto, et à demain pour un nouveau Daily Crypto.